il y a beaucoup d'immigrants, par exemple, du Maghreb, qui disent: «J'ai quitté le Maghreb Ouais. parce que je n'en voulais pas Mhm. d'intégristes Oui, oui, religieux. tout à fait. J'arrive ici au Québec et je vois émerger ce qui me fait partir de chez moi.» Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Je vais débuter l'épisode de façon différente cette fois-ci. Je vais vous donner la preuve que je vous lis tous et toutes parce qu'il y a un commentaire qui revient une fois de temps en temps que je trouve injuste, celui-là. Parce qu'on me dit, bon, encore un employé de Québécois, Rémi n'a pas fait d'effort dans la recherche. Joseph Facal, bonjour. Bonjour. On se connaît pas vraiment. Non, mais c'est vrai, là. C'est la pure vérité. On s'est croisés dans un lancement, c'était le livre de Sophie Durocher, Oui. et c'est tout. Est-ce que je peux ajouter que je ne suis pas un employé de Québécois? Là, ça règle Je tout. suis un pigiste. Québécois est parfaitement libre de me dire demain matin, on ne prend plus vos textes. Ouais. Je pense que ça règle pas le problème dans la tête de beaucoup de gens. Joseph Facal, chroniqueur, écrivain, professeur à la retraite. Il y a des gens qui nous rendent la vie compliquée quand vient le temps de les présenter. D'accord. T'es qui exactement? Si tu devais... Aux douanes, tu dis quoi? Aux douanes, je dis que je suis un professeur à la retraite d'HEC Montréal. Il est vrai que j'ai eu un parcours étrange, sinueux. Je n'ai jamais eu le sentiment de faire carrière. Carrière évoque une trajectoire linéaire, assez stable, où on gravit des échelons. Moi, j'ai plutôt eu des morceaux de trajectoire. J'ai fait quelques années en politique. J'ai jugé que j'avais fait le tour du jardin. Des très hautes J'ai fonctions là, ouais. que tu as assurées. Ensuite, j'ai été à l'université. J'ai adoré ça. On est venu me chercher pour écrire des chroniques. J'aime toujours beaucoup ça. Un jour, il m'a pris l'envie d'écrire un roman qui m'a un peu échappé et ça a donné un Moby Dick de 1200 pages. C'est gros. Alors, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie et je dirais, si je peux me permettre, que je n'ai été exceptionnel dans rien, mais pas pire dans tout. On verra. On verra pour le diagnostic. Regarde, tu viens de dire Québécois peut se débarrasser de moi demain matin s'ils ne veulent plus me lire. Christian Rioux, au devoir, on s'est débarrassé de lui. En tout cas, il ne voulait plus de lui. Si on prend Christian Rioux au mot, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ça m'inspire d'abord une profonde tristesse parce que Christian Rioux incarne ce que j'appellerais la belle tradition du devoir, c'est-à-dire une tradition qui a certes évolué. Le devoir d'il y a quelques années n'est déjà plus le devoir d'Henri Bourassa, mais un journal qui était fidèle à un certain nombre de valeurs qui étaient magnifiquement incarnées par Christian Rioux, une des plumes les plus intéressantes du Québec moderne. Alors évidemment, oui, il faudra probablement attendre pour en savoir un peu plus. Je crois comprendre que M. Rioux est un peu discret sur comment ça s'est passé. Et là, évidemment, toutes sortes de mots circulent, viré,
congédié. J'imagine, j'ose espérer que la direction du Devoir va s'expliquer, mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi, c'est une lourde perte que je ne peux pas ne pas inscrire dans une évolution plus générale de ce que ce quotidien est devenu depuis quelques années. J'y vois une sorte de conformisme idéologique penchant toujours du même côté, faisant la part belle à un certain nombre d'idées, de sensibilités à la mode. Et je crois, moi, au contraire, que ce qui fait la force des institutions, c'est le renouvellement, oui, mais dans la fidélité à certaines choses. Et là, j'entendais ce matin même Christian Rioux dire, je ne sais trop sur quelle plateforme, qu'au Devoir, on s'intéresse maintenant plus à la théorie du genre qu'au Québec. Ben voilà, je Ah. n'aurais pas pu mieux le dire, et je trouve ça extrêmement triste. On est le 19 décembre, là, je le précise, c'est survenu hier, donc évidemment, le Devoir n'a pas encore réagi. Et à mon avis, on verra dans le temps si si le pari est bon, mais je pense pas qu'ils vont réagir. Ils n'ont pas réagi quand Normand Baillargeon a quitté, aussi dans des conditions qui demeurent nébuleuses. Je veux t'emmener, par contre, Joseph, on a convenu qu'on se tutoierait. Ouais. Toujours dans le même sujet, mais on laisse tomber les spéculations. Dans une entrevue qu'a accordée à Nick Payne, et je sais que tu as manqué ce bout-là, Ouais, parce qu'il a ouais, fallu que tu ouais. interrompes après 5 minutes. Christian Rioux explique que au-delà de son cas personnel, il y a une crise du journalisme. Il dit le journalisme, c'est plusieurs personnes assises autour d'une table le matin, quand vient le temps de composer le journal. Évidemment, il s'agit d'une métaphore, mais qui ne viennent pas du même environnement, qui ne viennent pas des mêmes classes sociales, qui n'ont pas les mêmes origines, peut-être ethniques, mais ça fait partie du processus, mais ce n'est pas primaire, c'est même peut-être secondaire. Il dit aujourd'hui, le problème, il est répandu partout. C'est que les gens habitent dans le même quartier, Ouais. ont le même âge, ont la même orientation sexuelle souvent. Ils ont la même expérience de vie, ils ont étudié à la même école. Et là, tu te dis, vous êtes censé représenter un discours qui est pluraliste, qui est divers et surtout, et je m'arrête là-dessus, vous êtes censé confronter vos idées. Mais c'est impossible. Il y a, je crois, un fossé croissant entre ce que j'appellerais, et il faudrait faire 1000 nuances, le sentiment majoritaire et ce que j'appellerais de notre côté les narratifs dominants dans l'écosystème médiatique. C'est particulièrement fort dans une petite société comme le Québec, où on ne peut pas, évidemment, parce que nous ne sommes pas assez nombreux, faire les distinctions qu'il y a dans une société comme les États-Unis, où on dit souvent, si tu échoues sur la côte Est, go west, young man, tu peux recommencer en Californie. Ben, au Québec, c'est pas ça. Et on a effectivement le sentiment que le baromètre médiatique au Québec, c'est 200 ou 300 personnes qui sortent entre eux, se marient entre eux, couchent entre eux, font des enfants entre eux, fréquentent les mêmes bistrots, se reçoivent l'un l'autre lors de leur lancement de livres. Et effectivement, beaucoup de gens ne se reconnaissent plus là-dedans. Et quand on dénonce, par exemple, ce foutoir que sont les réseaux sociaux ou certains médias alternatifs, il faut voir aussi que, d'une certaine façon, leur montée en puissance est la réponse, peut-être maladroite, au fait que beaucoup de nos concitoyens cherchent dans les médias quelque chose qu'ils n'y trouvent plus. Alors, ils se disent, bon, ben, je vais aller là où on ne me culpabilisera pas, là où je me sentirai pas comme un pestiféré d'aborder certains sujets ou de rappeler que, je sais pas, moi, en immigration, il existe quelque chose comme le trop, ou en sexualité, il existe quelque chose comme la biologie, tout simplement. Ouais, ouais. Mais ce que tu décris, Joseph, est un sentiment normal. C'est-à-dire que l'être humain préfère être avec des gens qui lui ressemblent, préfère être en sécurité, préfère ne pas avoir à regarder au-dessus de son épaule s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en vient le surprendre. Mais le problème, c'est que le journalisme a un mandat qui est presque contraire. Oui. Et on a donc des humains qui sont tout à fait normaux,
ils ressentent, ce que je viens de dire, un sentiment normal. Ils viennent faire du journalisme alors que le mandat du journalisme est contraire et à la place de changer leur nature, ils changent le mandat. Absolument. Et donc là, on a après des journaux, tu sais, des safe space. Ouais, voilà. Parce que c'est ça, à Christian Rioux, la rumeur voudrait que il y avait des gens qui refusaient même de travailler à partir de ses textes. Des Ouais. jeunes, plus jeunes, qui recevaient son texte, puis des réviseurs, des correcteurs qui disaient je travaille pas sur ce texte-là. Ou alors on change des mots. Tu dis mais jusqu'à quel point Ouais. tu es prêt à voir tes idées être confrontées? Voilà. Et ce sont souvent ces jeunes journalistes, bon, je généralise, mais je crois que ce n'est pas faux, des jeunes journalistes qui ont fait des études en communication, donc ils sont forts sur le comment, mais peut-être un peu moins sur le contenu. Le métier leur a été enseigné par des gens qui eux-mêmes déjà s'abreuvent à cette nouvelle sensibilité. Et donc tout ça fait finalement un écosystème un peu idéologiquement incestueux. Hein? Ce sont souvent des gens qui ont peu voyagé, des gens qui commencent à écrire très jeunes. Alors bon, ben ça donne un conformisme idéologique considérable. À plus forte raison, considérant que, et ça c'est peut-être un autre thème que tu voudras qu'on aborde un peu plus tard, je considère que les universités, qui sont un endroit où devrait prévaloir le choc des idées, sont au contraire devenues des usines du Ouais. conformisme idéologique. Ça donne ce que ça donne quand on regarde nos médias. Ben, sautons d'ailleurs directement dans l'université, même si j'ai envie de préciser quand même une chose avant. Il y a pire que, ou peut-être aussi pire que de peu voyager quand on est journaliste, il y a aller là où tout le monde va Oui, aussi. Non, mais oui, c'est vrai, parce que je vois des fois des photos là, de journalistes qui sont en vacances, puis ils sont sur les fameuses îles de Grèce où tout le monde va, ils sont en Croatie, là où tout le monde va, ils sont à Barcelone, là où tout le monde va. Je dis, t'as pas envie d'aller en Afrique, t'as oui. pas envie d'aller en Asie du Sud, t'as pas envie d'aller te promener en Amérique latine, t'as pas envie d'aller dans un pays où personne n'est jamais allé. Ouais, Tuvalu, Namibie, enfin, bon, ils font ce qu'ils veulent, là. L'université, ouais. t'en es sorti. Oui. Dans quelles conditions? Ah, Quelle était ta condition physique? je suis rentré à l'université il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, heureux. J'y ai savouré chacune des 20 années passées et je suis sorti de là le cœur léger, heureux et en disant merci à tout le monde. Je n'ai aucune amertume relative à mon parcours professionnel. J'étais à HEC Montréal, institution critiquable à bien des égards, mais qui a été bonne pour moi et qui est importante dans le Québec d'aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, mon Dieu, si HEC Montréal a convenu à Jacques Parizeau, qui je suis moi pour dire que ça ne me convient pas? J'étais profondément heureux. Bon, cela dit, je suis parti, donc je suis à la retraite depuis le 1er octobre 2023, et je suis parti parce qu'au bout de 20 ans, je commençais à avoir fait le tour du jardin. J'avais envie de faire d'autres choses, comme par exemple écrire un roman ou voyager davantage. Je voyais que ce qu'on appelle le wokisme, qui est omniprésent dans les sciences sociales, commençait même à pénétrer les écoles de gestion. Mais aussi Rémi, je suis parti au moment où déferlait ChatGPT et Ah, l'intelligence artificielle. ben Et oui. je me suis dit, c'est pas vrai qu'à mon âge, je vais révolutionner ma façon de travailler. Quand on prend de l'âge, on a certains acquis, on a un certain bagage, on a nos cours qui sont prêts, on a notre manière d'enseigner, il y a certains types de travaux qu'on aime faire aux étudiants et c'est pas vrai que j'allais tout remettre en question. Donc, finalement, je suis parti de là tout à fait serein. Et c'est drôle parce que j'entends dire que certains de mes anciens collègues, quand ils retournent et qu'ils arpentent les corridors, ont le moton dans la gorge et pleurent et tout. Moi, absolument pas. Comme on dit en espagnol, been there, done that. Oui, c'est l'espagnol, c'est vrai, on ne le dit pas assez souvent. Euh, mais
remettre en question, je trouve ça beau parce que moi, j'ai fait des séminaires de doctorat, là, j'en suis à la rédaction, et il y avait des profs qui étaient peut-être dans la quarantaine, cinquantaine, qui nous donnaient des cours sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et moi, naïf que j'étais, je levais la main en disant, mais on n'est pas contre ici. On est, on n'est pas contre ici l'intelligence artificielle. Et un jour, un prof m'a dit, et c'est une femme de qualité, là, je veux dire, c'est pas grave là, qu'elle ait dit ça, mais elle a dit, non, on peut pas être contre, on est submergé, donc aussi bien aménager le désordre. Et c'était pas sa formule, mais c'est ce que ça voulait dire. Toi, tu dis, je voulais même pas aménager le désordre. Je voulais juste dire non. Moi, j'ai eu un règne, enfin un règne, j'ai eu un passage et c'était pas ça. Et ça va être autre chose et j'en ferai pas partie. Voilà, voilà. C'est noble aussi. Voilà, je me suis retiré. Bon, je constate évidemment que C'est un refus d'obtempérer. complètement, complètement, c'est ma désobéissance. Il faut dire évidemment que j'avais les moyens de désobéir. J'étais prof titulaire, j'avais atteint le sommet de la hiérarchie universitaire, j'avais les moyens de prendre ma retraite. Effectivement, pour, par exemple, un jeune chercheur, un jeune professeur qui, en l'espace des 2 dernières années, a vu que les travaux qu'il demandait sont passés subitement de torchon à bijoux. Là, évidemment, il se demande quoi, est-ce que je vais passer des heures à essayer de retrouver la tricherie pour confronter les étudiants? Bon, alors là, évidemment, j'entends dire qu'on va revenir peu à peu aux examens en classe, papier, crayon et tout. Moi, je n'avais pas envie de jouer à la police. Évidemment, je souris. Non, je rigole quand j'entends le milieu universitaire faire des phrases creuses sur transformons l'IA en allié stratégique. Ha, ha. La vérité, c'est que c'est la panique à bord. C'est une improvisation totale. Ils savent absolument pas quoi faire avec ça. Et voilà. Puis on Je sous-estime. je crois que beaucoup de gens qui disent c'est une révolution technologique que nous surmonterons comme toutes les précédentes. Beaucoup de gens ne comprennent pas la nature de la bête. Celle-ci est différente. Et dans bien des milieux de travail, c'est déjà l'hécatombe. Je pense notamment au milieu artistique. Pour tout te dire, Rémi, j'avais récemment commencé à écrire un nouveau roman. Et quand j'ai vu ce que l'intelligence artificielle peut faire en matière de création littéraire, j'ai subi, comme on dit en boxe, un violent knockout. Et j'ai arrêté parce que je me suis dit, bon Dieu, À quoi bon? la machine, elle peut créer. Elle ne fait pas que reproduire plus, à plus fort volume. Elle peut créer. Elle peut composer de la musique, elle peut composer une chorégraphie, elle peut faire de la littérature, elle peut écrire un poème. Je me suis dit, oh là là, c'est pas pour rien qu'on l'appelle intelligence. Et quand très bientôt elle aura supplanté l'intelligence humaine, nous serons devant un monde qui sera probablement de moins en moins le mien. Et je dois dire, Rémi, je dois dire que quand je vois les pères, les pères de l'intelligence artificielle, les Joshua Bengio, les Geoffrey Hinton, nous dire qu'il y a danger extrême, que nous avons créé quelque chose qui les dépasse. Là, on est vraiment devant la métaphore de l'apprenti sorcier, qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Je crois que nous avons des raisons de nous inquiéter. Mais je vois, évidemment, que notre planète fonce sans le moindre questionnement éthique ou réglementaire. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est assez pour moi, merci. Tu sais, il y a les grognons dans le monde, il y a les nihilistes. Ça, moi, j'ai l'impression qu'à à l'université, sur la question de l'intelligence artificielle, c'est le nihilisme qui l'emporte. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent, bah, écoute, là, ça n'existe pas vraiment, là, un ennemi commun, il faut juste l'apprivoiser. Alors que le grognon a peut-être raison cette fois-ci en disant, écoutez, par exemple, pour des étudiants à la maîtrise et au doctorat, réalisez-vous qu'on change complètement les exigences. C'est-à-dire qu'on leur demandait de faire une recherche, de fouiller, de se tromper, d'aller dans les bibliothèques, de ah, c'est pas ce bon livre-là, c'est pas la bonne édition. Et là, l'IA,
permet, oui, de contourner tout ça et de faciliter la tâche, mais on forme plus une élite. bien sûr. On forme des gens qui, en quelques clics et quelques apprentissages nouveaux, peuvent imiter Voilà. quelque chose. Mais là, on a un monde d'imitateurs, donc. On va vivre à l'ère des mimes Voilà. et des imitateurs. Et moi, je me suis dit que, je n'avais pas envie de participer à ça. Évidemment, j'ai le luxe de ma fuite. Mais oui, voilà. Il y a une autre, peut-être, ennemi, que tu as pu, fuir grâce, au luxe qui était le tien de pouvoir le faire, c'est le wokisme. Ouais. Je t'ai, lu souvent, le dénoncer, y compris quand tu étais prof, hein. Mmh. Tu t'as pas attendu de partir, avant de dénoncer ça. Tu continues de le faire. Ça peut-être que sur 5 chroniques de Joseph Facal, il y en a une qui concerne l'université et la place du wokisme dans l'université et dans des départements d'ailleurs, assez surprenants. C'est-à-dire que le wokisme en sociaux et en histoire, OK, plus en sociaux qu'en histoire, s'il vous plaît, mais au HEC, Oui. pour vrai, là? Ah oui, absolument. En fait, l'emprise ah bah, alors le wokisme, c'est l'ensemble de ces discours qui, focalisent sur, le genre, l'ethnie, la race, le colonialisme, toujours dans une perspective, victimaire et avec toujours évidemment la conclusion écrite d'avance. C'est-à-dire que le minoritaire est brimé par le majoritaire. Donc en partant, on a un problème, de représentation. C'est pas la science, puisque la conclusion est écrite d'avance. C'est décidé d'avance, oui. Voilà, bon. Alors, heu, l'emprise de cela est à peu près totale dans le domaine des sciences sociales. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui adhère à ça, mais ceux qui n'y adhèrent pas rasent les murs. Comme disait, le grand économiste américain, Thomas Sowell, c'est très drôle. Tous ces gens qui n'ont à la bouche que le mot diversité, posez-leur la question. Dans votre département de sociaux, il y a combien de profs qui osent s'afficher en tant que conservateurs? Et vous me parlerez ensuite de diversité. Mais effectivement, ensuite, on a vu que ce qui était cantonné aux sciences sociales percole ensuite dans des domaines tout à fait inattendus. Par exemple, j'ai vu que des chercheurs, entre guillemets, à Concordia, se disaient il faut revoir l'enseignement de la physique, hein, pour y faire davantage place aux savoirs autochtones. Car évidemment, il n'y a pas, disait-il, que la science occidentale. Je m'excuse, la science n'est pas occidentale, elle est universelle. Ses règles sont valides sous toutes les latitudes. Par exemple, dans l'enseignement des mathématiques, on nous dit certaines minorités sous-représentées peuvent avoir de la difficulté dans l'apprentissage des mathématiques. Il faudra donc des manières d'évaluer adaptées. Excusez-moi. Et dans le cas, par exemple, des écoles de gestion, ben, effectivement, tout ce qui partait d'une bonne intention, comme par exemple le management interculturel, comment faire travailler ensemble des gens qui ont des références différentes, objet tout à fait légitime, se transforme peu à peu sous le couvert de cette nouvelle idéologie. Et, et, et je dirais que jusqu'à un certain point, si on est vraiment attaché à la liberté académique, quelqu'un comme moi doit accepter que cette liberté-là implique que des gens diront des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Oui. Bah, mais quand ces gens deviennent majoritaires au point de faire la pluie et le beau temps dans certains départements, là, c'est l'idée même de liberté académique qui est renversée. Par ailleurs, un phénomène, Rémi, auquel on ne prête pas suffisamment attention et qu'il y a certes les professeurs, mais il y a aussi des bureaucraties universitaires.
autour des doyens, autour des recteurs, qui mettent en place ce qu'on appelle des programmes EDI, On en parle très peu. équité, diversité, inclusion. Et ce sont eux qui, par exemple, vont convier les employés à des ateliers pour les sensibiliser à leurs billets, et ainsi de suite. Et après ça, évidemment, ces gens vont, par exemple, établir les critères d'octroi des bourses de recherche, vont établir, par exemple, les l'appel d'offres pour les futurs postes de professeurs. Donc une bureaucratie, puissante, qui est difficile à déraciner parce qu'évidemment, les enjeux se comptent en millions de dollars. Regardez, par exemple, les critères d'attribution des bourses de recherche fédérales du CRSH, dans une moindre mesure des bourses québécoises. C'est très, très idéologique. On pose là-dedans des questions de nature privée aux candidats. Orientation sexuelle, des fois. Orientation, croyances religieuses. Expliquez-nous en quoi vous participez à la diversité canadienne, ainsi de suite. Et comme disait Jordan Peterson, au fond, le candidat, il n'a pas le choix que de mentir Ben oui, s'il veut avoir une chance. ben oui, ben oui. C'est ça qu'on veut leur enseigner. C'est terrible, c'est Alors, terrible. Puis on parle souvent, vraiment pas souvent, de la bureaucratie, justement. oui, C'est facile de dire les profs, puisque c'est un vrai phénomène oui, documenté, puis ils s'affichent, puis on les entend dans les médias. Mais la bureaucratie, absolument, ça part de là. absolument. Et il y a un problème aussi, Joseph, avec. Et ça vient plus de la droite. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas au sérieux ces gens-là. Donc, ils dénoncent le phénomène, mais ils en rient aussi. Alors que moi, je trouve qu'il n'y a rien de drôle, là. Il n'y a Il y a- rien de drôle parce que c'est des gens qui sont très organisés. Ils ont pensé à cette idée que de prendre l'université, de la déconstruire, de la rebâtir selon eux et ensuite de la rendre hermétique. oui. On ne peut pas rentrer là-dedans si on est un peu conservateur aujourd'hui. Rémi, je veux pas infliger à nos auditeurs un cours d'histoire, mais ce que bien des gens croient être une mode est en fait quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Pour faire courte une autre histoire, il y a à peu près 150 ans, un peu plus, Marx nous avait dit que pour comprendre une société, il fallait examiner qui étaient les détenteurs du capital économique. Puis, au début du siècle passé, est arrivé un intellectuel italien qui s'appelait Antonio Gramsci, qui lui a dit un des problèmes de l'analyse de Marx, c'est qu'il n'a pas compris la force du capital culturel, c'est-à-dire qui a l'hégémonie sur des institutions comme les médias ou l'université. Autrement dit, qui contrôle les lieux où on apprend à penser. Et les woke ont parfaitement compris ça. Alors évidemment, ces jeunes qui suivent des cours qui sont souvent des cours d'endoctrinement, ben souvent vont devenir de jeunes journalistes. Ce qui nous ramène à ce qu'on discutait il y a quelques minutes. On lit nos médias et on y voit toutes les idées à la mode. Et ce qui est drôle, évidemment, enfin drôle, non, c'est pas drôle, c'est triste, c'est que beaucoup d'étudiants ne sont pas dupes, mais ils comprennent que par prudence, ils ont intérêt à suivre le courant. Je me suis permis d'apporter ceci. Entre 2023 et 2025, deux psychologues de l'université Northwestern à Chicago, qui s'appellent Forrest Rum et Kevin Waldman, ont interviewé confidentiellement 1452 étudiants de premier cycle à Northwestern et à l'Université du Michigan. On peut, je pense, faire l'hypothèse qu'au Québec, on aurait des résultats un peu similaires. Et ce qu'ils voulaient vérifier, c'est si ce que les étudiants disent correspond à ce qu'ils pensent réellement. Voici. 88 de ces jeunes disent avoir déjà exprimé des vues plus à gauche que leurs convictions réelles pour réussir académiquement ou pour être acceptés socialement. 88 78 disent s'auto-censurer quand il est question de l'identité de genre.
77% désapprouvent l'idée que le ressenti devrait primer sur la réalité biologique dans les sports, les soins de santé ou l'identification sur les documents officiels. Autrement dit, une bonne majorité des jeunes n'ont pas congédié le bon sens. Mais ils veulent avoir des bonnes notes. Ils veulent avoir des bourses. Ils sont intimidés Ils aussi. sont intimidés. Ils sont intimidés. Au Québec, quand l'Assemblée nationale a adopté la loi 21 sur la liberté académique, celle-ci avait été précédée d'une étude. La loi 21, c'est la loi sur la laïcité, par contre? Oui, la loi sur la... je me rappelle plus de son nom, là, la loi sur la liberté académique du gouvernement de la CAQ. Et elle avait été précédée d'une étude faite par un certain nombre de chercheurs, parmi lesquels Yves Gingras, et c'est Alexandre Cloutier, à l'époque président donc, du réseau de l'Université du Québec, qui avait chapeauté ce groupe. Et on y trouve des données stupéfiantes que j'invite nos auditeurs à aller voir sur le pourcentage de professeurs qui disent « Je n'aborde plus certains sujets comme je l'aurais fait il y a quelques années. Je m'autocensure. Je m'interdis même de faire la moindre blague. » Donc ça, c'est la nouvelle réalité. Ce n'est pas une exagération. Et, bon, évidemment, je me réjouis du fait que le phénomène est maintenant plus critiqué que jadis. Au moins, la parole se libère. Mais je fais une prédiction, Rémi. Le wokisme finira peut-être par reculer, mais c'est à l'université qu'il va se cramponner le plus longtemps pour deux raisons. Parce que la sécurité d'emploi permet de dire des conneries sans en payer le prix. Et parce que quand votre salaire est fixé par une échelle, il n'y a pas de gain ou de perte financière si vous déraillez. Donc, ces deux sources de sécurité institutionnelle vous permettent de déconner plein tube sans en payer le prix. Wow. L'étude que tu viens de citer, je pense que j'en avais entendu parler dans le National Post. Oui. C'est des chiffres dévastateurs. Oui. Dévastateurs. Je pense même qu'on était allé jusqu'à trancher, c'est-à-dire qu'on interviewait les jeunes, puis on leur demandait d'abord s'ils étaient plus progressistes, plus conservateurs. Et les étudiants qui se sentaient le plus à l'aise à l'université pour faire valoir leur point de vue, c'était les étudiants trans, parce qu'ils avaient l'impression d'être dans un sanctuaire de sécurité. Et tant mieux s'ils se sentent en sécurité dans la société, mais c'était pour dire à quel point l'université était un monde qui ne ressemblait pas au monde réel, parce que dans le monde réel, ils prétendent qu'ils vivent sous l'hostilité constante. Donc, la mission de l'université depuis des siècles était, en tout cas c'est du moins ce qu'on prétendait, était d'être un lieu où on débat d'idées afin de faire émerger la vérité. Que la vérité plaise ou qu'elle déplaise. Et c'est pour ça que les universités ont lutté pour être, si je puis dire, une cité dans la cité. C'est-à-dire pour être en prise avec leur environnement, mais aussi à distance des pouvoirs religieux ou politiques, pour pouvoir penser librement. Aujourd'hui, nos universités sont moins des lieux où l'on cherche la vérité, comme des usines du conformisme ou des machines à lutter contre l'injustice. Et moi, je suis le premier à dire qu'il est légitime de lutter contre une injustice. Mais c'est pas ça, la mission d'une université. Si tu veux lutter contre le racisme ou que sais-je, eh bien, fonde une OSBL et puis lutte là-dessus. Mais on ne construit pas des cours ou on ne rédige pas une thèse de doctorat en tant que geste militant. Non, mais c'est exactement. L'université n'est pas un soldat en mission. Voilà. L'université est un champ.
Voilà. J'ose pas ajouter de bataille, mais ça en est devenu un, par contre, Oui. là. Une bataille injustement disputée, évidemment. Euh, j'ai posé une question à Normand Baillargeon que j'ai reçue ici, une question qui est dure parce que je la pose à tous les professeurs d'université ou ex-professeurs que je Ouais. croise sur mon chemin. Et je respecte beaucoup l'esprit de loyauté, la fidélité dans la vie et l'esprit de corps. Donc, j'attends pas des professeurs ou des ex-professeurs qu'ils dénoncent leurs collègues. Je respecte même le fait qu'ils contournent cette question-là. Mais je suis obligé de la poser. Mhm. Les professeurs d'université sont-ils en majorité sur cette question-là lâches? C'est-à-dire, est-ce que la majorité d'entre eux ne pensent pas comme ça et ont les moyens de s'imposer ou d'amener le débat autour d'une table quand vient le temps de tenir les fameuses discussions au début des sessions? Bon, y en a-t-il parmi vous, parmi Je, eux, je, qui je, pourraient faire une différence? je crois que il n'y a pas de réponse simple à cette question. Euh, il n'y a pas de réponse simple. D'abord, évidemment, quelqu'un qui a enseigné à HEC Montréal comme moi ou qui enseignerait à, disons, Polytechnique est moins dans la tempête que quelqu'un qui enseigne en sociaux à l'UQAM. Bon, donc il y a des lieux plus exposés que d'autres à cette fièvre idéologique. Euh, Par ailleurs, le monde universitaire abonde d'histoires de profs harcelés, harcelés au point qu'ils ont été poussés à la démission ou au point d'avoir eu de sérieux enjeux de santé. Donc, le harcèlement peut avoir des conséquences. Par ailleurs, évidemment, tant que le prof n'est pas titularisé, si c'est un jeune chargé de cours qui aspire à devenir professeur, ou un professeur adjoint qui aspire à être agrégé, ou un agrégé qui aspire à être titulaire, il sait très bien que lui et elle vont être sur le comité qui va examiner ma candidature. Est-ce que je vais les prendre de front? En même temps, Donc, Joseph, le courage, à un moment donné, les gens l'expriment dans des conditions qui sont plus hostiles que celles qu'on décrit en ce moment. Tu sais, là, on est dans un... Oui, c'est une guerre culturelle, pour qu'on va reprendre le oui, terme de Gramsci, là, mais on a vu le courage et la résistance s'exprimer dans des conditions beaucoup plus hostiles que ça. oui, Donc, bien sûr. je comprends les arguments que tu présentes parce que quelqu'un qui voit peut-être sa carrière ou le développement anticipé de sa carrière être menacé par une prise de risque pourrait naturellement dire je ne le prendrai pas ce risque-là. Tu parlais d'intimidation et d'harcèlement. Quelqu'un qui est harcelé pourrait décider de prendre son trou. Mais à un moment donné, je veux dire, on pourrait aussi en trouver un ou deux là-dedans Oui, qui ferait moi, je me lève. bien Et sûr, mais pourquoi il n'y a, pas ça ah, ben un instant, quand même. Anecdote. Je t'en prie. Anecdote. Inutile de rappeler ce qui est arrivé à Madame Verouchka, lieutenant Duval, à l'Université d'Ottawa, le cas emblématique. Son sort est d'autant plus cruel qu'elle était elle-même la quintessence du wokisme. Je vais quand même le Donc, rappeler pour peut-être vas-y. des gens qui ne s'en rappellent pas. Verouchka, lieutenant Duval, enseignait à l'Université d'Ottawa et elle a voulu nommer le titre d'un livre dans sa classe. Le titre du livre, c'était Nègre blanc d'Amérique. Et ça a entraîné un tas d'ennuis. Un élève qui commençait à faire circuler une pétition pour l'éjecter de son poste parce qu'elle avait lu le titre d'un livre dans une Oui. classe d'université. Oui. Et donc, évidemment, elle se retrouve dans cette terrible controverse. euh, 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 et plusieurs professeurs de l'Université d'Ottawa se sont portés à sa défense. Ils ont publié un livre collectif très intéressant qui s'appelle Liberté malmenée, dans lequel ils relatent, donc, ils témoignent de ce qui s'est passé et notamment du fait qu'eux-mêmes, pour s'être portés à la défense de Mme Lieutenant Duval, ont été houspillés, harcelés, intimidés par diverses
cohorte sur le campus. Donc, évidemment, Non, ça existe. euh, Il y en a peut-être un peu moins c'est pas, c'est qu'on voudrait. pas, Il en c'est faudrait pas, c'est plus. pas, c'est pas tout le monde hein, Non, qui a le courage de Rosa Parks. C'est pas non, tout le non, monde. non, non, Hein. non, non, Bon, non, non, non. Mais on est d'accord qu'il en faudrait plus parce que les choses ne changent pas. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'affaire Verouchka, lieutenant Duval, pourrait se produire demain matin. Là. J'aurais aucune surprise si Ouais. ça se reproduisait. Il y a eu le cas aussi d'un professeur. C'est pour ça que c'est assez fascinant parce qu'il y a eu le professeur Martin Drapeau. Oui. Je pense le bien nommé. Je crois d'ailleurs que, Psychologue à McGill. avoir prononcé, le titre du livre de Pierre Vallière, je pense que c'était Madame Russell à Concordia. Je pense que Madame Lieutenant Duval, elle avait plutôt essayé de montrer comment des mots qui sont utilisés comme des insultes sont souvent pris et retournés contre l'insulteur et deviennent en quelque sorte des badges honorifiques. Mais elle a prononcé le mot. OK, ben, si je me suis Elle a trompé, prononcé le mot. ça se pourrait que je me sois trompé. Voilà. Il y a tellement eu de choses Voilà. depuis Elle a que... prononcé le mot et elle l'a prononcé dans un contexte académique, Mhm. pédagogique. Mais voilà, quand le feu de prairie, quand la meute est lâchée, il n'y a plus de place pour les nuances. Ouais, tout à fait. Et chose qui est absolument incroyable, c'est que l'administration a pris fait et cause pour les vociférants et ses droits à elle ont été piétinés. Et à ce jour, je crois qu'elle n'a pas eu droit à des excuses ouvertes et officielles. Alors, non, je crois que les gens qui prennent ça à la légère sont tout simplement, je le dis en tout respect, des gens qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde universitaire. C'est grave ce qui se passe. Tout à fait. Est-ce que tu es un immigrant? Bah oui, oui, techniquement, je suis un immigrant. Je suis né à l'étranger. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je suis arrivé ici à l'âge de 9 ans, mais aujourd'hui, je me définis tout simplement comme un Québécois comme un drôle de nom. Un Québécois avec un drôle de nom. Voilà, c'est Non, tout. je te pose la question parce que... Je crois qu'à un moment donné, bon, on peut certainement entretenir notre petite différence originale. Hein? Moi, il y a certains aliments de mon enfance que je retrouve avec plaisir, mais je ne demande pas une reconnaissance officielle de ma différence. Puis à un moment donné, on s'intègre et puis c'est tout. Voilà, quoi. Non, mais tu sais, tantôt, quand je faisais la blague autour du fait qu'il y a des gens difficiles à présenter, t'as dû être modeste parce qu'il y a tellement de titres que tu as oublié de, et c'est correct, je vais le rappeler, tu as été ministre. Ah oui, Euh, c'est vrai. de- C'est vrai, j'ai de- été ministre. et ministre de quoi? J'ai été ministre. Ah mon Dieu, j'ai pas chômé. Ben, c'est ça. J'ai été ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes au moment de tout l'épisode de l'avis de la Cour suprême, de la loi sur la clarté, de la réécriture donc des règles référendaires, de la loi 99 qui était la riposte de l'Assemblée nationale. Après ça, je me suis retrouvé ministre de Je l'immigration. t'arrête tout de suite. Donc, parce que pour que les gens comprennent où je Oui. m'en vais, parce que tu as été aussi au Conseil du Ah Trésor oui. et on va y venir. OK. Donc, je t'ai pas demandé si tu étais un immigrant pour rien. Ah, Donc, OK. j'aurais pensé que tu aurais nommé ministre d'immigration avant. Tu as été ministre de l'immigration. Oui. Tu es issu de l'immigration. Oui. C'est un parcours assez incroyable. Il faudrait voir au Québec si c'est déjà survenu. C'est-à-dire s'il y a déjà eu un ministre de l'immigration qui était lui-même immigrant. Il faudrait faire la liste. Toi, tu as immigré dans un contexte différent. Tu es arrivé ici, tu t'es intégré totalement. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Ah, Qu'est-ce mon qui a Dieu. changé dans le fait d'immigrer au Québec, dans le regard qu'on porte aussi sur l'immigration? Et est-ce que ce regard-là que l'on porte de façon de plus en plus importante au Québec, un regard qui est critique tout de même, il n'émerge pas dans un contexte qui, en soi, est différent aussi? Oh là là. Rémi, avons-nous 3 heures? Non. Je vais à l'essentiel. D'abord, je suis convaincu que la plupart des immigrants qui arrivent au Québec, malgré les difficultés,
estiment avoir fait le bon choix. Leur expérience, malgré les difficultés, est globalement positive. Et je crois qu'il y a un fossé entre l'expérience réelle de la majorité des immigrants et le récit médiatique dominant, qui est toujours un récit victimaire et axé sur les problèmes. Beaucoup de choses ont changé. D'abord, évidemment, les volumes. Quand je suis arrivé au Québec, le Québec accueillait quelques milliers d'immigrants. Aujourd'hui, il accueille des dizaines et des dizaines de milliers d'immigrants, sans compter évidemment les travailleurs temporaires autorisés par le gouvernement fédéral qui ensuite font des pieds et des mains pour rester ici. Ce qui a changé aussi, ce sont les pays de provenance. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup d'immigrants provenant d'Amérique latine et nous arrivions dans un contexte qui était culturellement finalement différent. Mais pas tant que ça. On arrivait dans une société judéo-chrétienne, on parlait français, donc une autre langue latine. Tu viens de l'Uruguay, là. On Oui, l'a même oui, pas précisé tantôt. quand ma langue maternelle, c'est l'espagnol, le français, ça prend beaucoup plus facilement. Là, évidemment, aujourd'hui, les immigrants proviennent beaucoup de pays qui, culturellement, sont beaucoup plus éloignés du Québec. Donc, je peux comprendre que l'ajustement soit plus difficile. Euh, Ce qui me frappe aussi, c'est que quand nous sommes arrivés, et encore à ce jour, nous étions, ma famille et moi, remplis de gratitude. Nous n'avions qu'un mot à la bouche, et c'était merci. Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'immigrants disent merci, mais le récit médiatique dominant, sans doute pour les raisons qu'on a abordées tout à l'heure, fait la part belle à des gens qui font continuellement le procès de la société québécoise, pas assez ouverte, pas assez accueillante, pas assez généreuse, et ça me fâche profondément, parce que le Québec n'est peut-être pas parfait, mais je ne connais pas un autre peuple plus accueillant. Par ailleurs, quand nous sommes arrivés, il était entendu pour nous que c'était à moi et à ma famille de faire le plus gros du chemin. Aujourd'hui, un récit semble s'être imposé selon lequel ce serait à la société d'accueil de se décentrer, de se redéfinir pour que le nouvel arrivant puisse rester autant que possible comme il était dans son pays d'origine. Non, non, je m'excuse, non. J'y vois évidemment l'influence perverse du multiculturalisme, qui est un discours de glorification de la différence. Bon, euh, c'est très drôle parce que, si je peux me permettre une petite anecdote, Je t'en prie. il y a quelques mois, donc, Pierre Foglia est mort. Et Apparemment, il faut dire folia. Foglia, C'est parfait. vrai? Pierre Foglia est mort. Foglia, donc lui-même immigrant. Et quand Foglia est mort, de jeunes plumes de la presse se sont répandues en hommage à leur mentor, leur maître, ce grand humaniste. Et quelques personnes ont déterré d'amusantes citations de Pierre Foglia, dont une dans laquelle il dit « Un immigrant, ça dit merci et ça ferme sa gueule ». Et bien entendu, je pense que ça manque cruellement de nuances, mais il y avait là une idée, je crois, juste, qui est la reconnaissance envers une société qui n'est pas obligée de vous accueillir et qui vous accueille. Mais bon, évidemment,
Je crois que dans cette question-là, converge en fait toute une série de questions, indéniablement. Nous accueillons même, nous accueillons même des gens habités par un rejet profond des valeurs dominantes ici. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Euh, quand, quand la triste affaire de l'école Bedford est apparue, j'ai dit à un de mes proches, Une école primaire dans voilà, laquelle, et là je pense, j'espère pas me tromper cette fois, mais c'est une école primaire dans laquelle on a noté des comportements absolument rétrogrades chez certains professeurs qui excluaient les filles de certaines voilà, activités sportives. Bon, c'était des professeurs musulmans, il faut voilà, quand même le dire, là, et il y avait bon, des comportements très rétrogrades qui ne respectaient pas le cadre voilà. scolaire, Des, la des, manière des- d'enseigner au voilà, Québec. des comportements qui furent évidemment condamnés par des parents eux-mêmes musulmans, il Oui, faut le oui, oui, dire. oui, Il y, tout à il y fait. avait là ce qu'on a pris l'habitude d'appeler de l'entrisme islamiste. Oui. Et je me rappelle d'avoir dit à un de mes proches, on n'aura pas besoin de gratter trop fort pour en trouver d'autres Bedford. Et effectivement, Bernard Drinville a commandé une enquête qui a dévoilé qu'il y avait d'autres cas similaires. Saint-Maxime à Voilà. Laval, notamment. Donc, il y a un rejet virulent de certaines de nos valeurs qui peut, qui peut proliférer parce qu'il y a aussi un discours de culpabilisation de la société majoritaire qui n'ose plus dire nous, qui n'ose plus dire nous. Mais c'est ça, Joseph, c'est qu'il là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Il y a le nombre, Oui, mais j'ai pas envie forcément qu'on parle du nombre, parce que tu as noté quelque chose de peut-être encore plus important, c'est l'origine, oui. parce que c'est pas fou, hein, pas complètement fou, Non, mais, de non, dire... mais attention, Rémi, attention. Quand on parle de l'origine, attention, il y a beaucoup d'immigrants, par exemple, du Maghreb, qui disent j'ai quitté le Maghreb Ouais. parce que je n'en voulais pas Mhm. d'intégristes Oui, oui, religieux. tout à fait. J'arrive ici au Québec et je vois émerger ce qui me fait partir de chez moi. Et je suis renversé que nos médias, justement, pour revenir à eux, nos médias ne donnent pas davantage, ne fassent pas davantage écho à des gens venus de ces pays qui nous disent mais que vous êtes naïfs, ouvrez-vous les yeux, nous on les connaît. Et par ailleurs, tu sais, Rémi, le débat que nous avons ici au Québec sur l'immigration n'est que notre version locale d'un débat qui a cours dans Ailleurs. maintenant tous les pays d'Europe, dans tous les pays, en fait, qui reçoivent de grandes quantités d'immigration. Alors, je me demande, par quel prodige de la pensée le Québec, comme s'il était une planète, le Québec aurait pu, lui, s'éviter, s'épargner, passer à côté des débats qui ont lieu dans toutes les autres sociétés. À peu près partout en Europe, c'est-à-dire dans cette dizaine, douzaine de pays qui accueillent beaucoup d'immigrants, partout, c'est devenu une patate chaude. Ben, d'ailleurs, Pourquoi nous, on ben, éviterait ce débat? je vais te répondre parce qu'il y a beaucoup de sociologues se sont intéressés à une contradiction dans la composition du Québec. C'est-à-dire que le Québec, ayant survécu à tout, à la conquête, jusqu'à présent à l'américanisation jusqu'à certains points, il se croit invincible. C'est-à-dire qu'il se croit capable d'échapper à tout, à toutes les tendances du monde. Des beaux chemins à travailler là-dessus. Alexis Tétrault a travaillé là-dessus. Et puis, bon, pour Alexis Tétrault, c'est le mythe de la vulnérabilité. Ça veut dire que ça peut ça peut faire en sorte que ça soit productif, tout ça. Mais ça, c'est un problème des Québécois. Les Québécois pensent que ce qui se passe ailleurs, ça ne leur arrivera pas parce qu'ils regardent leur parcours historique puis ils se disent, mais c'est un exploit.
ce qu'on a réussi à faire. Donc, il n'y a rien qui peut véritablement nous affecter, même si ça affecte des sociétés qui se sont dotées d'un pays. Donc, ça, c'est un grand défaut qu'on a. C'est peut-être un Moi, défaut. je crois, je pense que c'est quelque part chez Milan Kundera qu'il Petite dit nation. les petites nations vulnérables qui ont conscience qu'elles peuvent mourir ou un truc du Ouais, genre ouais, là. ouais. Ben moi, je pense que l'indéniable résilience du Québec français se double aussi d'une fragilité. Et cette fragilité tient à la démographie. Je m'excuse de citer encore une fois un de mes grands classiques, mais un des meilleurs observateurs du Québec français, c'est notre plus grand cinéaste, Denis Arcand. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur la fameuse scène dans le déclin de l'Empire américain où le professeur d'histoire joué par Rémi Girard dit au bout du compte, ce qui compte, c'est le nombre et le nombre. C'est la À un première scène moment du donné, film. voilà, à un moment donné, trop, c'est trop. Alors oui, le Québec est accueillant, mais il arrive qu'une baignoire, ça déborde. Ouais, je pensais que tu allais nous citer la scène Je vais jouir. Mais bon, une autre fois. Mais restons sur l'enjeu de l'immigration quelques instants. Joseph, quand je parle d'origine, c'est que peut-être qu'il y a eu une naïveté, c'est-à-dire qu'on a cru que n'importe qui pouvait s'intégrer ici, et ce, dans n'importe quel ordre quantitatif. C'est-à-dire, il était plus facile, je pense, d'intégrer les gens de l'Amérique latine. Oui, Je veux dire, on a parlé tantôt de la langue, on a parlé aussi de religion. Ça fait un bout de chemin et ça fait son travail plus vite. C'est moins compliqué. oui, Après, il y a plein d'immigrants d'origine musulmane qui s'intègrent super bien, sans problème. Mais le nombre, après, fait en sorte que il y en a parmi eux qui s'immiscent et qui voilà. s'intègrent pas bien. Ils arrivent avec des mauvaises intentions et ils sont dénoncés par les gens qui sont issus de leur Oui, communauté d'origine et on leur donne pas la parole. Et ensuite, moi, je rencontre des gens qui me disent mais tu sais que dans notre communauté, on dénonce ces gens-là. Puis je dis mais je suis censé vous croire sur parole? oui, C'est-à-dire que je vous lis pas, je vous entends pas, mais c'est la responsabilité des médias de leur donner la oui, parole. Parce que ces gens-là, ils veulent peut-être une tribune. oui, Peut-être aussi qu'ils ont un bout de chemin à faire aussi. Moi, je le dis souvent, je dis Facebook, ça existe. Hein. Twitter, ça existe. Faire une vidéo, TikTok, ça existe aujourd'hui. Donc, on parlait de courage tantôt. oui, Peut-être on pourrait rendre les choses plus claires. Il y aurait moins d'ambiguïté aussi. Il y a beaucoup de Québécois que je connais qui disent j'attends après cette preuve que vous dénoncez vraiment ça à l'intérieur de votre communauté. Là, on dit mais tu sais quel courage ça prend? Je dis ben oui. oui, mais la vie est parsemée d'occasions de faire valoir un courage, puis des fois, ça nous fait sauver du temps. Euh, je veux qu'on termine sur une question essentielle qu'on n'aborde pas suffisamment. D'accord? Elle est très grave, d'où le doigt que j'agite comme ça. Tu as été au Conseil du Trésor. Ouais, Le Conseil du Trésor, moi, je trouve que c'est très étrange qu'au Québec, qu'on ne sache pas vraiment c'est quoi. On parle du ministre des Finances, ouais, on parle du ministre de l'Éducation, santé, très important. La santé, Christian Dubé vient de quitter, d'ailleurs. Mais le Conseil du Trésor, on a ce budget-là et on va l'envoyer là, on va l'envoyer là, on va l'envoyer là. Et là, à un moment donné, c'est de dire, oh, attendez une minute, mais le modèle a peut-être besoin d'une refonte. Toi, tu as été au Conseil du Trésor. ouais, Tu as été au Parti québécois, donc, à ouais. l'époque. Parti québécois reconnu comme un parti social-démocrate, Mhm. un parti peut-être sur la question économique un peu plus à gauche qu'à droite, Ouais. historiquement. Et ensuite, des années plus tard, tu as signé le manifeste pour un Québec lucide. Oui, Et à l'époque, je me rappelle, il y avait toute une rumeur à ce sujet-là. On disait, bon, voici des gens très privilégiés qui sont allés chercher leur jus de citron. OK, ils se sont bien citronnés la peau. Et là, maintenant, ils vont nous demander de faire l'économie du citron et des limes. Pourtant, à l'époque, si je me rappelle bien, et si j'ai bien fait mes recherches, c'était pas pour ça que tu t'avais co-signé ça, c'est que tu avais constaté, à la suite d'une expérience assez privilégiée à l'intérieur de l'État, qu'on s'approchait d'un mur oui, et qu'il y avait des choses graves ouais, qui nous concerneraient tous et toutes que tu préférais éviter. ouais. Bon, beaucoup de jus dans cette question. Alors, le Conseil du Trésor, c'est, pour me résumer, on dit souvent qu'au gouvernement du Québec, l'argent rentre aux finances et sort par le Trésor. Effectivement, le Trésor non seulement autorise les dépenses, mais il répartit les enveloppes entre les ministères. Il a donc aussi, évidemment, la désagréable tâche de dire non
aux collègues qui ont beaucoup plus d'idées et de projets que nous n'avons de moyens disponibles. Et aussi, le Conseil du Trésor, c'est l'employeur. C'est celui qui parle au nom du gouvernement du Québec quand on négocie les conditions de travail des fonctionnaires et des employés, donc des grands réseaux. Donc, c'est un rôle absolument névralgique, mais dans l'ombre. Et ça me convenait parfaitement, ce rôle un peu dans l'ombre. Je n'ai jamais trop couru les projecteurs. À part aujourd'hui. Bon, ouais, bon. Alors, euh, oui, effectivement, les lucides, comme on les avait appelés à l'époque, soulevaient un débat qui ne nous a pas vraiment quittés. Je me résume. Ce qu'on appelle le modèle québécois remonte au début des années 60. Il n'est pas resté figé, il a évolué. Il y a eu des changements au tournant des années 80, au tournant des années 2000, mais on s'aperçoit évidemment que il a un peu vieilli et sous la pression de certaines forces, il arrive de moins en moins à subvenir à nos besoins. Alors, quelle force? Ben, d'abord et avant tout, la démographie. Nous avons une population plus nombreuse, nous avons une population plus vieillissante et nous avons une population plus diversifiée. Alors évidemment, forcément, ça met une pression extrême sur les soins de santé, dont le coût augmente plus vite que les rentrées d'argent du gouvernement du Québec, ce qui évidemment pose des problèmes de déficit, d'endettement et ainsi de suite. Donc évidemment, ça soulève la question de savoir quels ajustements doivent être faits dans le respect d'un certain nombre de valeurs de solidarité. Et ça soulève évidemment quelque part une question aussi de responsabilité citoyenne, qui est la suivante. Les mêmes gens qui demandent à l'État d'en faire de plus en plus pour eux vont en même temps, de l'autre côté de la bouche, dire « Ah, les impôts sont vraiment trop lourds. » Mais oui, mais si tu veux de plus en plus de services, tu ne peux pas demander de moins en moins d'impôts. Il y a une question de cohérence, là. Donc, évidemment, ce qu'on appelle l'État-providence, il y a une discussion à mener sur ce qu'on peut collectivement se payer. Et sitôt qu'on aborde ces questions, ben, ça amène toutes sortes d'autres questions sur la fiscalité. Au Québec, nous sommes 100% en consommer des services publics, mais il n'y a que 60% des gens qui paient des impôts. Il y a aussi une question d'équité entre les générations. Par exemple, un jeune ménage aujourd'hui qui voudrait acheter une maison n'a pas les facilités qu'ont eues les générations précédentes. Ça pose toute la question du rôle du secteur privé. Si l'État ne peut pas tout faire, jusqu'où doit-on permettre aux gens de piger dans leur propre poche pour se payer quelque chose que le secteur public ne peut pas donner? Alors, ce sont des débats qui ne sont pas simples, mais ne serait-ce que pour le cas précis de la santé, ben, il est évident, Rémi, que ce qu'on visait en 1970, c'est-à-dire que tous les soins de santé de base soient disponibles pour tout le monde à partir simplement de la contribution fiscale commune, ce n'est pas possible, ou c'est de moins en moins possible. Donc, évidemment, c'est là encore, notre version locale d'un débat qui a lieu dans toutes les sociétés occidentales avancées. Puis si on prend l'exemple de la santé, Joseph Facal, c'est que il fut un temps où des payeurs d'impôts, donc ceux qui en payaient beaucoup, là, on parle de gens qui gagnaient, mettons, en montant 100 000 et plus, là, payaient des impôts, 50 d'impôts, et là, venait le temps d'aller subir une chirurgie, se disait, bon, je vais aller au privé parce que c'est trop long. Ça, c'était un portrait de la situation il y a quelques années. On le connaît tous. Le portrait a changé.
On a des gens qui en payent, qui gagnent moins d'argent, qui payent aussi moins d'impôts, évidemment, mais qui, eux aussi, arrivent pour le moment de subir une chirurgie, ils se disent, j'ai pas beaucoup d'argent de côté, mais on me donne rendez-vous dans 4 mois, Ouais. donc je vais aller au privé. Ouais. Et là, c'est une promesse, donc, de l'État-providence qui est doublement rompue. Ouais. Donc, la première fois, on acceptait ça. On se disait, bah, les riches, ils veulent aller plus vite, ils n'ont pas de temps à perdre, puis en plus, ils ont les moyens. Là, c'est rendu que à la base, on voulait s'occuper du petit monde, et ce petit monde-là, Ouais. de moins en moins, est en mesure d'obtenir fait. la réponse. Mais c'est aussi... c'est une question démographique, c'est une question financière, mais c'est aussi le fait que dans beaucoup de nos sociétés, l'État-providence bureaucratique est devenu aussi, il est devenu paternaliste, il est devenu dirigiste, il est devenu moralisateur. Et on sent que les citoyens veulent de plus en plus du sur-mesure, veulent aussi être dans une logique un peu plus transactionnelle avec l'État, plutôt que de simplement être des numéros dans des grands programmes normés. Donc, on a des systèmes sociaux qui nous ont globalement bien servis, mais qui, comme n'importe quelle bagnole, finit par trahir son âge. Et ce n'est pas succomber à une mode idéologique étroite d'esprit que de dire on a des questions à se poser, et plus on les repousse, plus c'est un fardeau qu'on va léguer à ceux qui vont venir après nous. Dans une société qui fait de moins en moins d'enfants, mais où les gens vivent de plus en plus vieux, il y a un goulot d'étranglement fiscal. Nos grands systèmes qui prévoyaient, disons, la cessation de l'âge normal de travailler à autour de 62, 65, avec des gens qui, évidemment, mouraient à 74, disons, ça va. Mais dans une société où il deviendra banal de dépasser les 90 ans et où on verra se multiplier les centenaires, ben là, il y a un très grand nombre d'années pendant lesquelles des gens vont consommer des services extraordinairement coûteux, alors que, en proportion, le nombre de gens qui font bouillir la marmite par leur travail et leurs impôts va, en proportion relative, mais non absolue, se réduire. Donc, il y a des questionnements fondamentaux. Et on fait passer pour un hérétique, un pestiféré, quiconque les soulève. Non. Moi, j'ai une solution. Ouais. L'aide médicale à mourir. Merci beaucoup, Joseph Au Facal. plaisir. Je suis content que tu aies le temps. Tu t'es retiré de la ville. Tu me dis tantôt que quand tu revenais à Montréal, tu le regrettais déjà. Tu t'es retiré. Donc, tu vas écrire des livres. Oui. Tu vas continuer d'écrire des chroniques. J'espère. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça t'apporte, juste avant qu'on se laisse, ce temps, désormais, que tu as en plus pour penser le monde? Parce qu'on le pense vite et on le pense sur commande jusqu'à temps qu'on puisse se poser un peu. Alors, je ne passe pas mon temps avec les yeux rivés sur l'actualité. Je consacre aussi beaucoup de temps à lire des livres trop longtemps négligés. Je me plonge avec délice dans les grands romans, les romanciers russes, les vieux romanciers français. Souvent, des proches me disent: tu relis pas encore ça? Alors oui, je l'avoue, je me tiens pas trop au courant des nouveautés. J'aime beaucoup relire des livres que j'avais lus quand j'étais jeune, et je me rends compte que j'étais passé pas mal à côté parce que j'étais peut-être trop jeune quand je l'avais lu. Alors voilà, je savoure ma semi-retraite en essayant à la fois de rester actif, de rester un citoyen qui contribue, et en même temps de ne pas devenir un papy grognon.
Je pense que la formule est réussie. C'était la bonne recette. Merci d'être Merci. venu. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, soutenez-nous de plusieurs façons. Vous pouvez le faire totalement gratuitement. Hey, on n'est pas regardeux. Vous faites juste vous abonner à la chaîne, vous commentez, vous partagez, vous en parlez et c'est suffisant. Si vous voulez, en échange d'un abonnement, donc vous payez une somme modique mensuelle, avoir accès aux épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif et le tout sans publicité. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Il y a Patreon, le lien est dans la description. Et sinon, ben, vous rejoignez la chaîne. Donc, c'est un peu plus compliqué que s'abonner. Donc, vous êtes abonné déjà, mais vous pouvez rejoindre la chaîne et c'est le même principe. Les épisodes 3 semaines d'avance, du contenu exclusif pendant 3 mois, sans publicité. Allez, à mardi prochain.